seule en mer. Isabelle Yoshke fait partie des rares navigatrices qui tentent le Vendée Globe, cette course au large autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle skippe l'IMOCA MACSF, un bateau de 18 mètres extrêmement technique. Je suis Aline Pénito, bien petite navigatrice en comparaison, et voilà qu'en papotant avec Isabelle sur les pontons de la base à Lorient, elle m'embarque dans une envie de podcast. J'ai mis dans les mains d'Isabelle un enregistreur et je lui ai montré quelques rudiments. Et le voilà embarqué à bord de l'IMOCA MACSF, d'abord dans un entraînement atlantique en hiver, et maintenant, lors d'une course au large, la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne. Ils, elles, sont 20 à s'élancer le 4 juillet, cap au sud de l'Islande, puis vers les Açores et retour aux Sables. Pour Isabelle, cette course est très importante. Elle doit la boucler pour être qualifiée pour le Vendée Globe. Elle prend un départ magnifique qui la place dans le peloton de tête et parfois, elle attrape son enregistreur pour nous raconter, blottie au creux de sa banette, ses impressions. Je suis assise dans ma banette et là en ce moment, c'est à peu près le seul endroit confortable de mon bateau. Il y a un peu plus de 24 heures, j'ai pris le départ de la Vendée Arctique les Sables et j'en reviens pas parce que en à peine 24 heures, j'ai fait les Sables d'Olonne, la mer d'Irlande. J'avais un peu la boule au ventre en partant, comme d'hab. Et malgré tout, j'ai fait un bon départ. J'ai réussi à me glisser dans le peloton de tête et j'y suis encore. Et là, je suis en 5e position. Ma priorité n'est pas le classement à la fin de la course, mais plus de prendre mes barques à bord du bateau. Quand même, c'est chouette. Là, juste maintenant, je navigue au pré. Il y a force 7. Bientôt, on va avoir force 8. Tout ça jusqu'à ce qu'on arrive dans à peu près 7 heures au niveau des côtes irlandaises. Et là, il faudra caler un virement de bord tout près des côtes. Et ça me stresse un peu. Ce qui me stresse là-dedans, particulièrement, c'est qu'avant de virer de bord, il faut aller dans le pic avant et descendre toutes les voiles qui sont attachées à bâbord pour les attacher sur tribord. Et les voiles, elles sont grosses, elles sont lourdes. Et moi, je suis toute petite. Et dans le pic avant, ça tape quand il y a de la mer comme ça. Et c'est vraiment pas un endroit où c'est bon de rester trop longtemps. Et avant ça, surtout veiller à pas taper trop fort dans les vagues. Parce que le bateau, il aime pas ça. Et moi non plus. Et moi, là, avant que ça monte trop fort, je crois que je vais aller me reposer un petit peu. Un instant de navigation plus tard, au large de l'Islande. Il est presque minuit et il fait jour comme en plein après-midi. C'est assez étonnant. Et là, je me dis qu'hier, à la même heure, j'étais en train de démarrer une nuit de folie qui n'a pas été très agréable. Avec du vent très fort, le bateau qui avançait mais à une vitesse de fou, d'ailleurs beaucoup trop vite pour ce qu'un être humain peut supporter. À l'intérieur, il fallait se tenir à chaque seconde très très fort avec ses deux mains, ses deux pieds. Et il y a eu quelques heures où je me suis demandé ce que je faisais là. C'était un peu l'enfer. Il faisait noir, noir, noir. Je ne voyais que des embruns. Et je sentais mon bateau taper et valser sur les vagues. Et j'attendais juste que ça passe.
Mais quel soulagement quand ça a juste commencé à mollir. Waouh! Je me suis dit, ça y est, c'est la porte de sortie. Là, c'est le repos après la tempête. En fait, c'est calme depuis déjà un petit moment aujourd'hui. Seulement, j'ai pas vu la journée passer parce que j'ai passé des heures et des heures à bricoler. Et maintenant, là, j'ai la satisfaction d'avoir à peu près réglé les problèmes. De sentir le bateau qui file doucement, tranquillement. Et je me dis, là, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arriver. Je vais pouvoir me reposer, manger un bon petit repas, me réchauffer. Ça va faire du bien. Presque une semaine après le départ, en direction des Açores. Hier, j'ai enroulé le waypoint UNESCO, qui était le waypoint le plus nord de cette course. En fait, c'est une marque virtuelle. On se rend à un endroit et là, on fait demi-tour et on part dans la direction du prochain waypoint. Et cet endroit, en fait, il se situe à moins de 300 000 de l'Islande, pas loin du Groenland. Et ça me rend dingue de me dire que je suis allée aussi loin dans le nord. En plus, c'est des contrées qui m'attirent énormément. J'aimerais tellement visiter ces pays. Ça me fait rêver. Et voilà, et de me dire que je suis allée aussi loin dans le nord, que finalement, ça prend pas tellement de temps. En 5 jours sur un voilier de course, on peut aller au Groenland. Hein. Voilà, j'y suis allée, mais non, il n'est pas permis d'aller plus loin. Et il n'est pas permis d'aller regarder les beautés du paysage là-bas. Parce qu'après, il faut tourner à gauche et il faut continuer la course. Bilan téléphonique après une semaine de navigation. Moi, je suis plutôt contente de mon début de course. J'ai réussi à être dans le match assez vite, à prendre un bon départ, à trouver un bon rythme. Moi, c'est ça que j'allais chercher, hein, vraiment connaître mon rythme en confrontation. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Après, j'ai eu aussi quelques avaries, des petits problèmes à gérer, même pas mal. Et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup d'énergie, donc c'est assez frustrant. Ça m'a aussi fait perdre du terrain. Mais je suis assez contente parce que finalement, ça apporte de l'expérience. Et puis, j'ai réussi à chaque fois à surmonter les problèmes. Donc, c'est un bon entraînement pour le Vendée Globe, je pense. Donc, voilà, je suis très contente. Alors, j'ai aussi traversé un moment de fatigue au passage et après le passage de la marque UNESCO. Je pense que voilà, ça faisait 4-5 jours que j'étais en mer et j'ai eu un petit passage à mou. Mais ça fait partie du jeu et ce que je trouve chouette en tout cas, c'est que je suis toujours au contact d'un concurrent. Donc en ce moment, c'est Maître Coq. Et on bataille et du coup, ça impose d'être sur le pont, d'être vraiment en train de régler tout le temps. Et j'ai vraiment envie de poursuivre cette course dans cet état d'esprit-là, même si je sais que le Vendée, ce ne sera pas forcément comme ça. Là, je trouve que ça permet de me familiariser avec les réglages du bateau, de découvrir encore tout ce que je ne connais pas de ce bateau qui a quand même beaucoup changé depuis la saison 2018. Donc voilà, très contente et puis envie que ça dure comme ça. La mer, elle nous prend comme elle veut, disait Isabelle il y a peu. Et voilà que... La baume s'est cassée en deux. C'était hier matin. Il était exactement 9h TU, 11h en France. Et le bateau avançait comme une balle au vent de travers. Ça allait très 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 vite. Et moi j'étais contente parce que je savais que il était dans son meilleur potentiel, que j'allais pas me faire décrocher par la flotte de devant, que j'allais reprendre de l'avance sur ceux qui étaient derrière. Enfin bref, ça s'annonçait plutôt bien. J'avais un petit peu de stress parce que le foiler, quand il s'emballe, c'est pas rien. Et puis voilà, paf, dans une vague. Pas tellement plus forte que les autres, hein. Et là, j'ai entendu un bruit sourd. Et ce bruit-là, je le connaissais pas. Il y a plein de bruits qu'on reconnaît. Quand le bateau démate, on reconnaît tout de suite. Mais celui-là, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre ce qui s'était passé.
Mais en même temps, j'ai vite vu. La baume cassée en deux. Cassée en plein milieu. Et là, je me suis dit, aïe, c'est plus la même. La première chose que j'ai faite, ça a été de prévenir l'équipe sur WhatsApp. Un petit mot rapide, la baume vient de casser, sans commentaire. Pas besoin. Ensuite, j'ai fait un tour de la situation. J'ai vu que le pont du bateau n'avait pas été percé et qu'il n'y avait pas trop de dégâts collatéraux. Et là, j'ai affalé la grand voile. Le temps de reprendre mes esprits, d'échanger avec Alain et avec Florian de l'équipe technique, de faire un point sur la météo, sur la situation et ce qui était possible de faire. Et quelques heures après, j'ai pu rehisser un petit morceau de grand voile, sans la baume, avec juste des écoutes qui reviennent sur l'arrière du bateau, tout à l'arrière. C'est pas joli, mais ça fonctionne. Notre objectif, là, il est vraiment clair. C'est de terminer cette course, qualifier le bateau pour le Vendée Globe, et surtout ramener le bateau dans le meilleur état possible pour pouvoir renaviguer très très vite derrière. Et moi, c'est clair que ça m'a fait un choc. De toute façon, à chaque fois que le bateau a mal, moi j'ai mal. Et puis j'étais tellement contente de ma course, tellement contente d'être dans le match. Et je me disais, là, avec les conditions qu'on a, je vais faire une super fin de course. C'est super favorable à mon bateau. Bref, je me faisais une joie de ces derniers jours. Seul en mer, un podcast d'Aline Pénicaud, compagnie Ondas, pour la MACSF. Finalement, j'ai réussi à rehisser la grand voile avec 2 rilles, sans la baume. Du coup, quand il y a du vent, j'arrive à tenir des vitesses correctes. Je suis à peu près sûre de pouvoir terminer mon parcours, donc ça, c'est une bonne satisfaction. Et puis, le bateau est sécurisé. Élodie Pasquier, clarinette. Céline Granger, mixage. Donc, ça va pas trop mal. Allez, bye bye! Rien ne semble arrêter Isabelle sur la route du retour vers les sables. Bon vent à vous!